Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais vous exposer un exemple de situation qu'un normopensant ne va pas comprendre. Enfin, je vais faire allusion à des normopensants cultivés euh, auxquels je vais me heurter et auxquels je me suis heurté. Alors déjà, première chose, je voudrais clarifier une chose. Je ne fais pas partie des hauts potentiels. Je vais vous expliquer pourquoi, du moins intellectuellement. Au niveau de la sensibilité, probablement. Pourquoi je ne fais pas partie des hauts potentiels intellectuels? Tout simplement parce que je n'ai pas une grande logique interne. C'est-à-dire que pour avoir un grand potentiel intellectuel, il faut être capable, pour moi, c'est ma définition, la définition que je fais, que je donne, que je me suis construite finalement, il faut raisonner logiquement, être bon en maths. Et là, comme d'ailleurs l'a souligné justement une auditrice qui m'a écrit d'ailleurs un mail, je donne dans le sophisme. Il y a plusieurs sophismes dans ma précédente vidéo, je vois à quoi elle fait allusion. Et effectivement, je n'ai pas cette logique. Je ne raisonne pas logiquement. Si vous me proposez un test de QI avec une partie raisonnement logique, même verbal, je ne vais pas y arriver. Et déjà, ça va me bloquer le fait d'avoir un test de QI. Je vais me sentir complètement... Voilà. Donc, je voudrais qu'on abandonne cette histoire de haut potentiel, mais qu'on parle surtout de ce qui me caractérise moi et de ce qui caractérise pas mal de gens. C'est la singularité... de raisonnement, c'est-à-dire la capacité de ne pas forcément penser en fonction de la norme et en fonction de la pensée générale et commune. Ce qui ne signifie pas que pour certaines situations, dans certains cas, je ne corresponde pas à la norme. Dans certains cas, la norme me convient parfaitement. Voilà. Il y a des choses qu'on inculque qui, moi, me semblent parfaitement cohérentes et intéressantes et que je ne vais pas rejeter. Par exemple, le fait, ça paraît tout bête, le fait de ne pas boire d'alcool et de savoir que l'alcool est dangereux même à faible dose si on en boit régulièrement, ça c'est quelque chose qui a été énoncé et j'adhère à ça puisque je constate hélas que d'ailleurs ces gens-là cumulent avec le tabac, que même ceux qui boivent modérément sans être ivres, sans être alcooliques, mais qui boivent régulièrement, de façon régulière, par exemple tous les week-ends pendant des années, meurent plus jeunes que les autres en moyenne. Ça, je pense qu'il y aurait des chiffres qui permettraient de le constater, mais je regarde autour de moi et il se trouve qu'effectivement, bon après il y a des biais puisque ces gens fument également, mais bon je vais pas m'appesantir là-dessus, c'est-à-dire que il y a des choses très rigides auxquelles j'adhère pleinement, au niveau notamment de l'alcool et du tabac. Moi je trouve d'ailleurs, ça, pour moi, c'est un arrière-goût. Le goût de la boisson est gâché par le goût de l'alcool, en fait. Je ne supporte pas le goût de l'alcool qui, pour moi, n'est pas un bon goût. Et pour moi, je vais encore me faire des ennemis. Le champagne, souvent, ça a le goût d'alcool à brûler. Je n'ai pas bu d'alcool à brûler, mais j'imagine que ça aurait à peu près ce goût-là. Voilà. Voilà. Pour vous faire comprendre que à certains points de vue, je suis tout à fait dans la rigidité normative au niveau de la voyez, au niveau de choses rigides que certains vont dire, oh bah moi je m'en fous de tout ça, je vais pas appliquer. Ben non, moi j'ai beau être hors norme, j'applique des choses qui me semblent cohérentes parce que j'y crois, quand j'y crois. Mais il y a des détails, notamment, vous savez, au niveau du sexisme, qui ne passent pas avec moi, et c'est le point majeur qui me différencie des autres, puisque beaucoup de gens qui se prétendent non sexistes sont adeptes de la galanterie envers les femmes, par exemple. Donc là, moi, je trouve ça aberrant, et j'ai beau leur expliquer, il y a même des gens que j'aime bien, qui sont intelligents et qui ont ce genre de conception en tête. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres, Voilà. Bon, mais je vais en revenir au sujet qui me préoccupe le plus, c'est-à-dire mon fonctionnement atypique, qui n'est pas relié, s'il vous plaît, arrêtez, laissez-moi tranquille avec ça, à une surdouance, peut-être une hypersensibilité, oui, voilà. Voilà, là sur ce créneau-là, oui, effectivement, j'ai une hypersensibilité, je vous en parlerai d'ailleurs, mais ça va pas être facile, parce qu'il faut que je trouve les mots exacts pour faire ressentir ce que je ressens moi-même, et qui n'est pas apparemment peut-être pas si commun que ça. Et je croyais que tout le monde le ressentait, moi. Mais je vous expliquerai, il faudra vraiment que je travaille cette vidéo, je ne sais pas comment la faire. Alors, donc, vous savez que
en bonne Asperger, je suis pas Asperger, mais il y a des gens qui vont encore dire ça, donc j'évacue aussi le problème. Je ne suis pas non plus ça ne correspond pas à mon profil, mais j'ai des traits qui peuvent me faire ressembler à ce type de deux personnes, c'est-à-dire que je suis obnubilé pendant des temps plus ou moins importants par des musiciens, par des acteurs, par des auteurs. À un moment donné, je ne lisais que du Balzac quand j'avais 19-20 ans. Je n'arrivais pas à lire autre chose. Après, avant, j'avais lu que du Zola. Bon, des choses très classiques que tout le monde lit, hein, vous voyez, je suis pas si original que ça. Et pendant longtemps, je me suis centré après, enfin des années après plutôt, je dirais, quand j'étais un peu plus adulte, un peu plus mûr, sur des personnalités qui étaient rejetées. Je me disais, tiens, on rejette cette personne, on prétend que ce n'est pas un véritable auteur, on prétend que ce n'est pas une véritable actrice, on prétend que ce n'est pas un vrai musicien. J'ai envie de voir les choses par moi-même. Même si je suis un béotien, je suis pas un grand musicien, pas un grand auteur, pas un grand acteur ou je suis rien, finalement, mais je pense que j'ai assez de jugement, je me suis dit, pour savoir ce que j'en pense. Et si moi, Pierre Calmar, ça me fait plaisir de regarder cet acteur, de lire cet auteur ou d'entendre cette musique. Voilà, tout simplement. Hein. Je me dis, bon, je fais table rase de ce qui est dit et je vois par moi-même. Là, par contre, je pense que je suis sûr de moi à ce niveau-là. Je pense que j'ai un jugement esthétique qui a des limites, évidemment, hein, parce que, par exemple, je n'apprécie pas, généralement du moins, l'art conceptuel. Hein, je n'adhère pas. Bon, j'ai certainement des limites, donc je laisse ce sujet en attente avant de pouvoir le traiter. Mais voilà. Donc, je vais prendre plusieurs exemples. Je vais prendre 4 exemples exactement qui ne seront pas pris dans l'ordre chronologique. Par exemple, je me suis dit, tiens, Agnès Martin-Lugan, il y a le grand public de femmes, enfin surtout féminin, j'ai l'impression, qui apprécie ça. Voyons, qu'est-ce que c'est? D'autres trouvent que c'est imbuvable. Je veux me faire mon point de vue par moi-même. Voilà, donc j'en ai lu un. Bon, évidemment, il aurait fallu, pour vraiment me faire une idée exacte, les lire tous. Mais la vie est limitée en temps, nous sommes limités en temps quand même sur la Terre. Dans l'au-delà, je ne sais pas si j'aurai la possibilité de découvrir cet auteur, donc je vais lire un seul de ses livres. Ça me donnera déjà une première impression. Alors, donc, effectivement, j'ai trouvé ça absolument presque nul, enfin très très mauvais en tout cas. Et là, il y avait le pour et le contre. L'exemple n'est peut-être pas idéal, mais je me suis dit, par moi-même, je trouve que c'est très mauvais. Voilà. Je me base sur un livre, peut-être que ce n'est pas le plus significatif. Apparemment, si. D'après quelqu'un enfin, j'ai vu une vidéo là-dessus, et on me raconte que c'est son ouvrage peut-être le meilleur, hein, un des deux meilleurs. Bon, ça ne me convient pas, effectivement. Je suis l'avis des gens littéraires et non celui du grand lectorat. Je dirais, c'est un mauvais auteur. Du moins, pour l'instant, il peut progresser en améliorant son style, en améliorant l'expression des idées, parce que le problème est surtout là. Voilà. Ensuite, j'ai pris un Marc Lévy. Tout le monde en parlait, en bien et en mal, surtout en mal pour les lecteurs, on va dire cultivés, qui ont fait des études après le bac ou qui ont fait des études de lettres. Et donc au départ, je me suis dit, formidable, les thèmes qu'il aborde sont exactement ceux qui m'intéressent. Il y avait l'après-vie, des choses comme ça, mais traités de manière pas trop, apparemment, pas trop simpliste, comme c'est bien quand les gens sont opérés, comment ça s'appelle là, et qu'après ils se retrouvent dans le plafond. Moi, j'adhère pas à ça. Je dois dire, je suis pas convaincu par ça, même si je respecte ceux qui y croient, moi pas. Voilà. Bon là, il traitait, je sais plus le titre du livre, d'ailleurs je pourrais pas vous le dire malheureusement. Je l'ai redonné dans une boîte à livres parce que je ne l'ai pas conservé. J'en avais pris d'autres que j'ai remis aussi parce que bon là. Donc je l'ai lu. Donc le thème de départ était vraiment fort pour moi. C'est vraiment, on a dû se tromper sur cet auteur. Vous voyez, je m'emballais déjà. Je dis, c'est vraiment les thèmes qui m'intéressent. Mais à l'arrivée, non, je trouvais que le thème n'avait pas été traité comme il l'aurait dû, sans doute. Il y avait beaucoup de choses intéressantes, beaucoup d'éléments
Mais c'est comme si quelqu'un avec d'excellents ingrédients avait fait un gâteau immangeable ou enfin immangeable, un gâteau plutôt moyen, très moyen même. Et alors j'en ai conclu que Marc Lévy ne me convenait pas. Et si je me base sur ce seul volume, parce qu'il y en a d'autres évidemment, mais je peux pas tout lire, j'ai pas que ça à faire. Je reste quand même sur un avis plutôt négatif, moins négatif qu'Agnès Martin-Lugan quand même. Hein, il y a des limites, mais c'est deux bonnes idées de départ, quatre étoiles pour les idées de départ, mais une étoile, mais vraiment tirant entre 0 et 1 étoile pour la façon dont c'est traité. C'est-à-dire que c'est pas nul, mais c'est vraiment décevant, quoi. C'est un livre que je considère comme très moyen. Bon voilà, il aurait fallu le confier à quelqu'un d'autre qui aurait peut-être mieux tiré parti des idées. Voilà. Donc voilà, je ne suis pas resté sur une impression d'un public qui disait soit c'est très bien, soit c'est nul. J'ai voulu en lire au moins un de chaque. Voilà, ça me parut très important. Après, à l'impossible nul n'est tenu. Je veux pas en lire plus parce que je vais perdre du temps et ce temps-là, je pourrais pas le consacrer à l'écriture d'ouvrages, à la lecture de romans ou d'autres livres, notamment de vulgarisation historique et à la réalisation de vidéos qui quand même si comme le souligne quelqu'un à juste titre intéresse moins, peut-être parce que justement j'aborde des thèmes qui me touchent plus moi que les autres finalement. Et donc le succès diminue puisque je suis atypique, donc forcément je vais pas intéresser beaucoup de monde. C'est logique, hein, tout est logique. Et voilà. Bon, et donc je continue à les faire quand même. Voilà. Alors, autre chose importante, j'ai ensuite me suis intéressé à l'opéra. Après m'être intéressé vivement à la comédie musicale filmée, et j'ai acquis vraiment une solide connaissance. Je pourrais vraiment, si je voulais en me replonger un peu là-dedans, faire des vidéos très détaillées sur les films avec des analyses relativement intéressantes, enfin, qui n'iraient pas si loin que ça, parce que j'ai lu des ouvrages sur cette question qui allaient beaucoup plus loin que moi et qui justement émanaient de profils de fort QI, des gens vraiment intelligents auxquels je n'appartiens pas. Je suis pas dans cette catégorie. Je suis comme d'ailleurs un certain musicien dont je vais parler. Il y a les hors pair et après les gens de première catégorie, je dirais. Et moi, je suis pas hors pair. J'aurais jamais une analyse aussi fine, ou alors je l'aurais intérieurement, mais je serais pas capable de la transmettre avec autant de finesse. Voilà. Mais je serais capable, donc, sur la comédie musicale américaine, d'en remontrer à beaucoup de gens hein, qui parfois disent beaucoup de bêtises et font des erreurs même dans leurs commentaires, mais bon, peu importe. Et donc, je me suis ensuite intéressé à l'opéra et à tout ce qui est un peu lyrique, même opérette, opéra comique, opéra, grand opéra, voilà. Et il y avait un compositeur qui m'intriguait. Alors, on disait qu'il était absolument médiocre, que sa musique valait juste pour l'aspect théâtral et que ça ne valait rien. Voilà. Donc j'ai voulu savoir par moi-même et je suis tombé sur une version des Huguenots, des Huguenots, opéra sorti en 1836. Hein. Il avait beaucoup différé Meyerbeer la sortie de cet opéra pour différentes raisons, dont je parlerai d'ailleurs parce que je suis en train de travailler sur ce compositeur dans le cadre d'un de mes livres. Vous savez, je suis en train de travailler sur les lettres de Madame Potiron de Boisfleury, dont je vais publier 13 ou 14 lettres, donc, et elle assiste à une représentation d'un opéra de Massenet, Hérodiade, et d'un opéra de Meyerbeer, Les Huguenots. Voilà. Et j'ai écouté cet opéra. C'était les adieux de Joan Sutherland, la très très grande cantatrice, une des 3 ou 4 plus importantes sans doute du XXe siècle, à l'opéra, elle a 64 ans, et elle joue le rôle de Marguerite de Valois, qui apparaît surtout à l'acte 2, hein, sa plus grande, il y a 5 actes dans cet opéra. Et donc j'écoute ça. Alors, la première fois, je suis embrouillé parce qu'il y a beaucoup de musique, beaucoup de choses. C'est très 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 riche, plus riche que beaucoup d'autres opéras. Il y a beaucoup plus d'éléments de mise en scène. C'est moins linéaire, je dirais pour moi. Enfin, je le traduis de cette façon. À l'époque, j'avais cette perception.
Et au bout d'un moment, j'accroche complètement. Je me dis, mais c'est formidable. Les récitatifs ne sont pas ennuyeux, ils sont musicaux. Ça annonce un peu l'opéra moderne, mais dans ce qu'il a de positif, comme Dialogue des Carmélites, finalement, parce que les récitatifs c'est de la musique, mais ce ne sont pas des airs. Vous voyez? Et ça reste musical, c'est pas comme dans les opéras du XVIIIe siècle, voire du début du XIXe, où les récitatifs sont très ennuyeux, enfin n'apportent rien, sont pas forcément très ennuyeux, ils n'apportent rien sur le plan musical, hein, du moins. Ça fait juste avancer l'action. Voilà. Et donc, je me retrouve face à cet opéra, je me dis mais non, c'est très bon, et j'en parle autour de moi, je commence à en parler, j'en écoute d'autres, j'écoute notamment l'Étoile du Nord, d'Inora, ou le Pardon de Ploermel, et finalement je tombe sur quelque chose qui est peut-être avec les Huguenots, 1836, le plus grand opéra de Meyerbeer, les deux plus grands, c'est les Huguenots et le Croisé en Égypte, 1824. Alors là, c'est absolument fabuleux. Alors, d'ailleurs, je vais citer une anecdote. À un moment donné, j'avais invité quelqu'un chez moi et je passe un extrait du Croisé en Égypte. Hein. Alors, c'est un opéra, je dirais, qui mêle Mozart, Rossini, dans le style Bellini même un petit peu, avec quelque chose en plus, c'est du Meyerbeer. Et je fais écouter un duo absolument fabuleux, et la personne en déduit que c'est du Bellini. Et ce qui m'étonne, c'est que c'était censé être un spécialiste d'opéra qui n'a pas reconnu le Croisé en Égypte de Meyerbeer, qui est vraiment son plus grand opéra de sa période italienne. Voilà. C'est pas possible de pas y être sensible. C'est une musique à la fois enthousiasmante, avec des chœurs mais d'une très grande force, et des solos, des duos, des trios extrêmement suaves. C'est une musique vraiment très belle et pleine d'idées et d'imagination, hein, et de techniques. Il y a beaucoup de références, je pense. Il a bien étudié ceux qui l'ont précédé. C'est ce qu'on a reproché à Meyerbeer, d'être trop intellectuel dans ses partitions, mais ce qui n'est pas vraiment le cas. Voilà. Et donc, j'en parle autour de moi, au bout d'un moment, je dis mais c'est formidable, j'ai écouté des opéras de Meyerbeer, ou même récemment un opéra de 1813 qui est basé sur un conte des Mille et une nuits, où il y a un air de soprano, mais d'une suavité, mais on rencontre pas ça souvent. Je dirais que pour moi, c'est un compositeur qui, sans atteindre Mozart, est dans le groupe juste en dessous. Il y a les hors pairs, par exemple, il y a Mozart dans les hors pairs, voilà, il est au-dessus de tout. Et là, après, il y a la première catégorie pour vous faire comprendre, hein, et Meyerbeer y est, hein, vraiment. Il est inégal, c'est sûr. Hein, il ne culmine pas tout le temps au niveau de l'Everest, c'est sûr, mais il y a quand même des moments qu'on ne retrouve quasiment qu'on trouve chez peu de compositeurs. Donc ça a été, il faut le signaler, Meyerbeer, le plus gros succès commercial du 19e siècle, hein, avant Verdi, avant Mozart notamment. Et c'est pas normal d'ailleurs qu'il soit avant Mozart. Avant Verdi peut-être, parce que Verdi n'a pas toujours dépassé Meyerbeer, hein, loin de là. Voilà, donc j'expose ça à des gens qui sont censés être cultivés, une culture musicale, littéraire, etc. Et j'apprends derrière mon dos qu'on se moque de moi parce que j'apprécie Meyerbeer. Vous voyez, le fait de ne pas être nomo-pensant, ce que ça implique, c'est-à-dire qu'on passe pour un imbécile. On a conscience qu'on est dans le vrai, qu'on a raison de penser. Quand on a écouté le Croisé en Égypte, évidemment que le type en question qui se moquait de moi derrière mon dos n'avait pas écouté, hein, voilà, bien évidemment. Et d'ailleurs, j'avais parlé de de la prière des enfants de l'opéra d'Humperdinck, Hansel et Gretel, qui est sublime, et il disait oui c'est très bien mais je veux pas acheter cet opéra. Pourquoi? Parce que dans son esprit il fallait, pour faire bien, aimer Wagner, aimer Verdi, peut-être encore pas tous les opéras de Verdi, hein, surtout pas le Trouvère par exemple, hein. Voilà, il y avait un snobisme très fort chez cet individu, et il s'était moqué de moi derrière mon dos, et on me l'avait fait revenir, hein, ces propos. Je pense pas qu'ils aient été déformés compte tenu de la personne qui me les avait restitués. Et ce n'était pas dit méchamment, mais c'était pour justement non pas me dénigrer moi, mais pour dénigrer celui qui était à l'origine des propos, qui était un snob. Voilà. Et quand on est normaux-pensant et qu'on fait partie, qu'on a des prétentions culturelles et intellectuelles,
eh bien, voilà ce que ça donne, hein. Il y a des normaux-pensants qui ont une grande culture, mais qui vont négliger tout ce qui n'est pas, qui ne peut pas les mettre en valeur. Il y en a plein comme ça. Faut pas vous leurrer, hein. Il y en a plein, plein, plein. Ils n'essaient même pas de savoir de quoi on parle. Ils disent ah non, voyons, qu'est-ce qu'il faut penser de Meyerbeer? Ah, c'est un mauvais compositeur, il ne vaut que par gna gna gna. Bref. Et sur un chat, j'étais tombé sur un monsieur, je disais bah, pourquoi vous avez pris le pseudo d'Urbain? Urbain, c'était une référence aux pages des Huguenots, hein, c'est un rôle travesti dans les Huguenots. Il y en a encore. D'ailleurs, dans le Bal masqué en 1859, il y aura le page Oscar, d'ailleurs, qui ressemble à Urbain. Évidemment, le librettiste est le même si le livret d'un Bal masqué a été remanié. Hein. C'est Eugène Scribe, donc ils ont créé un personnage de page, Urbain, et ensuite, d'ailleurs dans l'opéra d'Aubert, un bal masqué, qui s'appelle pas un bal masqué, si, d'Aubert, il y a aussi Oscar, mais je n'ai pas écouté cet opéra, je peux pas vous en parler. Donc voilà, il y a ce personnage d'Urbain. Elle m'a demandé, bah j'ai dit, bah, c'est une référence au Huguenot de Meyerbeer. Alors la personne me dit, ah oui, c'est pas un grand compositeur. Maintenant, de toute façon, les partitions sont trop compliquées. Il n'y a pas de chanteur pour chanter des choses alambiquées comme ça. Il n'y a pas de voix. Bah, je dis, bah non, moi je trouve que c'est vraiment un bon compositeur. J'ai vraiment adoré les Huguenots, notamment le Croisé en Égypte, surtout les deux que vraiment je préfère. Hein. Les autres sont parfois plus discutables, plus inégaux, c'est sûr. Et il me dit, ah non, je suis pas d'accord. Et puis les interprètes, je dis, bah, il y a quand même Diana Damrau, par exemple, hein, celle qui chante Salieri. Alors pareil pour Salieri, hein, on est resté sur le film inepte de Milos Forman, quoi, Amadeus, qui le décrit comme une nullité, ce qui est pas vrai du tout, hein. C'est pas vrai du tout. Écoutez Europe reconnue, hein, par exemple, ou d'autres opéras qui sont très... bon, évidemment, il est moins doué que Mozart, on va le dire, mais ça n'a aucun intérêt de comparer tout le temps. Ça répond à un autre besoin émotionnel, Salieri. On n'est pas dans le même état d'esprit quand on écoute Mozart ou Salieri, même s'il y a vraiment des points communs entre les deux. Hein. La musique de Salieri ressemble souvent à celle de Mozart ou à celle de Gluck, d'ailleurs, vous le remarquerez. Hein. Donc, on est resté sur l'idée idiote parce que c'est Rimsky-Korsakov qui a fait un opéra, Mozart et Salieri, qui disait en gros que Mozart avait été tué par Salieri, quoi. Enfin bref, c'est parti sur des choses un peu bébêtes et les gens sont restés là-dessus au lieu d'essayer de se faire une idée par eux-mêmes. Enfin, ça m'énerve ça. Enfin bref. Et donc, au bout d'un moment, il me dit mais vous êtes très désagréable, je sais pas ce que vous mais j'avais pas été désagréable du tout, hein, j'ai pas été virulent comme je suis là. Hein. Je dis gentiment les choses. Non, et il a pris comme une critique, alors qu'en fait, c'est simplement quelqu'un qui n'avait pas écouté suffisamment Meyerbeer pour se rendre compte de ses qualités. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas de défaut d'ailleurs. Hein. Faut pas non plus. Il y a vraiment des choses aussi qui sont critiquables, comme dans toute œuvre. Hein, voilà. Voilà, donc voilà, je m'étais heurté, soit je passais pour quelqu'un d'imbécile qui avait aucun goût, soit pour quelqu'un qui était désagréable, hein, qui voilà. Et alors que j'avais pas été du tout, c'était vraiment un texte posé que j'ai vraiment écrit, pas comme celui-là, comme ce que je vous sers ici, qui est un petit peu exalté, hein, voilà. Alors, il y a eu un quatrième exemple que je vais vous donner, c'était Martine Carol. Alors, autant Marilyn Monroe, puisqu'on raconte Martine Carol, enfin, sa façon, quand on en parle, on dit la grande sœur de Marilyn Monroe, la Marilyn Monroe française, qui est pas tout à fait vrai, mais bon, voilà. Marilyn Monroe, elle était intouchable une fois qu'elle a été morte, et dans les années actuelle ou même il y a quelques années encore, et on avait le droit d'aimer Marilyn Monroe sans passer pour un imbécile. Mais si on aimait Martine Carol, on passait pour un crétin. Et parce qu'on disait, elle n'a pas tourné de bons films, à part Lola Montez. Mais dans Lola Montez, elle est pas bonne. Elle gâche le film, elle n'est pas assez expressive, ce qui est tout à fait faux. C'est justement Max Ophuls qui a fait en sorte
que Martine Carole ne soit pas expressive dans ce film pour qu'elle passe pour une sorte de poupée de chiffon ou de porcelaine, comme on dit certains, et ça servait son propos puisqu'elle était totalement victime de la société, des hommes, manipulée, victime du spectacle, et il avait fait donc Max Ophuls une osmose entre l'actrice Martine Carole et Lola Montes. Donc c'est tout à fait, c'est que les gens n'avaient pas compris le film déjà, voilà. Bref, mais ce qui est pas facile parce que et il n'est pas vu Martine Carole dans d'autres rôles où elle est effectivement elle a un métier extraordinaire, une très grande spontanéité en même temps, notamment dans ses rôles fantaisistes où elle est vraiment extrêmement douée. Voilà. Mais ça va. Ah oui, mais quelqu'un qui ose dire ça, on prend par rapport à un public cultivé, ça va pas passer. Un public normopensant cultivé, c'est-à-dire un public normopensant qui va se cultiver non pas par besoin de sensibilité, mais pour briller en société, pour montrer qu'il a de la culture justement. Et ça ne passe. Et bon, ça passe peut-être mieux maintenant, les gens ont Internet, ce qui fait qu'il y a plusieurs points de vue qui s'expriment, mais vraiment, on avait ce côté, moi, il y a une revue que j'aime même pas du tout, où il y avait beaucoup de snobs, je trouve, c'est Télérama, la revue Télérama, des programmes télé, où ils étaient pisse-vinaigre, et ils étaient dans cette normopensance culturelle. Ah ça c'est terrible, cette normopensance culturelle qui fait on est dénigré, on passe pour un imbécile, ou pour quelqu'un de désagréable qui veut créer des conflits, parce que ne pas être d'accord avec tout le monde sur le plan culturel, ça crée des conflits, oui, et ça gêne dans les soirées, parce qu'il y a des points de vue qui sont admis communément, et on n'a pas le droit d'en sortir. Bon, alors ce qui est parfois pratique, c'est de fréquenter des gens qui n'ont pas encore subi ce formatage culturel, n'ont pas cette culture, par exemple, d'opéra ou de cinéma, et qui sont, je dirais, capables d'écouter ce que vous avez à dire, et ils sont plus vierges, je dirais, au niveau des idées. Ils ne vont pas forcément vous dire que vous êtes soit un sot ou ricané, ou toujours ah bah oui, mais Herbert, c'est intéressant. Au moins, on s'amuse en écoutant ces opéras, on ne s'ennuie pas. Mais non, il y a plus que ça. C'est écouter le Croisé en Égypte, il y a plus que du divertissement. C'est quelqu'un qui avait des idées musicales, une grande culture musicale en plus, hein, et qui qui était pas parfait. Il y a des morceaux, mais comme tout le monde, même Mozart n'est pas parfait. Enfin, personne n'est parfait. Donc voilà. Et mais ça ne passe pas, je peux vous assurer. Moi, c'est pour ça que je fréquente pas beaucoup de gens, parce qu'ils heurtent ma sensibilité sans arrêt. Par rapport notamment à des aspects culturels, on n'a pas le droit d'aimer certaines choses qui ne sont pas validées. Et c'est pareil, regardez ceux qui vous disent, au lieu de lire Pierre Calmar, par exemple, là je prends cet exemple, ceux qui l'ont lu n'ont pas trouvé ça si mal, enfin certains du moins, et il y a même qui trouvent une certaine poésie, une certaine profondeur, il y a quelque chose, c'est pas complètement vide, ils vont préférer relire Marcel Proust. Déjà, l'ont-ils lu une première fois? Je n'en sais rien, parce que ça fait bien en société, c'est tout. Et là, je n'enfonce pas de porte ouverte, ce ne sont pas des banalités que je raconte, ce sont des choses qu'il faut rappeler. C'est très important. Et on est envahi par une normopensance culturelle, cultivée, enfin entre guillemets, parce que c'est pas la vraie culture, ça c'est un empilement de connaissances, normopensante sur ce qu'il convient d'aimer et de ne pas aimer, et ça bloque considérablement les relations. Enfin, voilà, je vais en rester là, la vidéo est un peu longue, vous avez compris où je voulais en venir, et pourquoi j'ai intitulé cette vidéo ainsi. Merci en tout cas de m'avoir écouté. À très bientôt. N'hésitez pas à liker, à disliker, à diffuser, à commenter. Je n'aurai pas le temps de répondre à tout le monde, mais ça sera déjà... je lirai de toute façon vos commentaires. Bonne journée et à très bientôt.